Bonjour à tous. Alix Paulet, donc, de la société Safilin. Donc, Safilin, c'est une filature de lin française, donc avec l'outil industriel basé en Pologne, qui est une société depuis plus de 200 ans, créée en 1778. Voilà, donc on est spécialiste du lin. Je suis ravie d'animer cet atelier sur le parcours du lin. Voilà. Alors, je me représenterai un peu plus en détail à la fin du tour de table, parce que pour moi, c'est intéressant, comme on n'est pas nombreux, d'entendre d'où vous venez et surtout quelles sont vos attentes. Comme ça, ça me permettra d'ajuster un peu mes propos. Donc, je vais vous donner la parole chacun votre tour. Si en très très brièvement, juste dire votre nom, de quelle structure vous venez et si vous avez une attente particulière. Voilà. Donc le nom, c'est moi qui vais le donner. Donc Anne-Claire Coulot. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors moi, je suis bénévole en fait pour l'asso et je vais prendre des notes de l'atelier. Voilà. Très bien, merci. Embrique Salmon. Vous m'entendez? Bon, je reviendrai après. C'est bon, j'ai activé mon micro. Bon, on se connaît. Embrique Salmon, donc je suis administrateur de Safilin, donc je viens pour peut-être apprendre quand même des nouvelles choses. On n'en doute pas. J'espère. Merci. Donc j'ai une Delphine, son nom de famille. Oui, bonjour. Delphine Audrey. Ah oui, il ne s'est peut-être pas inscrit. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Alors moi, j'ai un projet de lancer une marque pour enfants en lin, particulièrement. Enfin, disons que l'idée, c'est de travailler en circuit court avec des producteurs locaux, faire le maximum de choses, voilà, un écosystème du Nord au maximum. Donc, voilà. Donc, évidemment, le sujet du lin m'intéresse énormément. Très bien, donc une créatrice. Merci. Émilie Ferrand. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Moi, je suis journaliste et je travaille aussi pour une entreprise qui s'appelle Philétique et qui vend du textile biologique. Et on était très intéressés de vous écouter. Voilà. Super, bienvenue. Merci. Alors après, j'ai Fashion Green Days. Je vais peut-être sauter parce qu'à mon avis, on sait. Voilà. Permettre Gaëlle. Gaëlle, vous êtes avec nous? Bonjour. Donc moi, je suis dans des projets de reprise d'entreprise et du coup, je m'intéresse au secteur du textile et c'est pour ça que je veux en savoir un petit peu plus sur la filière lin. Très bien, merci. Yona Descamps. À vous. Oui, bonjour, donc Johanna Deschamps. Pardon. Voilà. C'est pas grave. Voilà, donc moi je travaille avec Delphine Drey, qu'on a entendu un petit peu plus tôt, sur le projet d'une nouvelle marque de vêtements pour enfants fabriqués dans le Nord à base de lin. Donc ça m'intéresse tout particulièrement de vous écouter. C'est parfait. Merci. Donc ensuite, Violaine Van Stratum, excusez-moi si j'écorche les noms. On vous écoute. Oui, donc voilà, moi je suis à Bruxelles, je travaille dans le secteur de la mode et des spectacles, je suis styliste, modéliste. Et avec le coronavirus, j'ai dû changer un petit peu de braquet, donc j'ai lancé des masques de protection. Je suis très intéressée par tout upcycling, des matières naturelles. Et je lance aussi suite à ça d'autres petits produits liés au masque. Voilà. Donc la démarche m'intéresse beaucoup. Je viens aux informations, élargir mes connaissances dans le secteur des matières naturelles. C'est parfait, super, merci. Alors
Alors, j'ai après V. Vasilevski, excusez-moi. Il y a quelqu'un sur le nom de Vasilevski. Peut-être pas juste derrière. Alors, est-ce que demander la réactivation du micro? Alors, là... Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Et donc, c'est Violaine aussi. Donc, Violaine Vasilevski. Donc, moi, je suis directrice RSE chez Camaïeu. Et en fait, oui, je m'intéresse beaucoup aux matières parce qu'on a un très gros enjeu sur les matières éco-responsables avec la volonté d'arriver à n'avoir plus que des matières éco-responsables. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de vous écouter puisque le lin étant une matière naturelle, il y a beaucoup de choses à faire. Ok, super. Hop, et... Alors, on était où? Alors, je vois que Fashion Green Days me demande la main. Alors, je vais donner la parole. Je ne sais pas qui se cache derrière Fashion Green Days. C'est Majdouline. Bonjour. Ah, bonjour Majdouline. Sympa. Non, c'était simplement pour présenter. Je voulais présenter Violaine, c'est tout. Comme elle avait pas visiblement de micro, je voulais la présenter. Tout va bien. Voilà. Tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, je vous souhaite un bon atelier, voilà, et j'ai hâte d'entendre, comme les autres participants. Super. Merci beaucoup. De rien. J'ai Zach Alain. Zach Alain? Oui. Oui. Vous m'entendez? Bonjour, c'est Zeki Akalin. Bonjour. Je suis donc leader achat chaîne et tram chez Jules. D'accord. Donc, Camaïeu et Jules. Bien représentés. Super. Alors, s'il y en a que je n'ai pas interrogé, vous pouvez me faire un petit signe de la main. Et je pourrais le faire. Voilà, sinon on va commencer. Donc, je vais me représenter parce que je l'ai fait brièvement. Expliquer un peu mon parcours. Hop, je ferme. Ici, alors, Alix Paulet, moi je viens d'une famille linière, puisque dans ma famille, on cultive le lin depuis 300 ans et j'ai dirigé une entreprise familiale donc dans le négoce et la filature de lin depuis pendant 5 ans et que je viens de transmettre à mon frère. Et j'ai rejoint donc la filature Safilin récemment, là, justement pour des nouveaux projets de développement. Ces nouveaux projets de développement, c'est notamment l'accompagnement de marques pour les aider à développer leur collection en lin ou relocaliser une partie de leur collection en circuit court européen et traçable, donc avec toute la traçabilité du fil Safilin qui est la qualité premium, parce qu'on a de la chance d'être dans un pays et une région linière avec beaucoup de savoir-faire. C'est ce que je vais vous expliquer dans cet atelier. Donc, j'ai pu voir donc, la variété des profils. Donc, c'est intéressant parce que bon, je vais tout rebalayer. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de balayer pas mal de choses. Je vais garder une bonne demi-heure à la fin pour les questions. Donc, c'est peut-être plus simple. Voilà, je vais faire la présentation en 3 quarts d'heure, on va dire. Et après, je serai ouverte pour répondre à toutes les questions que vous avez. Je pense que c'est plus simple de travailler dans ce sens-là. Voilà. Alors, donc le parcours du lin. Hop. On va balayer ensemble. Donc, vous voyez tous le PowerPoint. Après, j'ai demandé la réactivation. Bon, si je n'ai pas de remarques particulières, c'est que ça doit fonctionner.
Voilà, donc on va voir ensemble donc, la culture du lin au niveau agricole, la transformation de la plante de lin en fibre, donc le teillage. Après, l'étape suivante, c'est la transformation de la fibre en fil, donc avec le peignage et la filature, avec la nuance, quelle est la différence entre la filature au sec et la filature au mouillé. Nous allons voir les différentes applications du lin, aussi bien au niveau textile que hors textile, le lin made in Europe et les différences, on va dire, par rapport au coton. Voilà ce que je vous propose. Et après, la session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, donc, au niveau agricole, hop, ça, je vais le réduire. Donc, le lin est une plante. Hop. Le lin donc, est une plante qui pousse de façon très locale sur une bande de 500 km entre Caen et Amsterdam. Donc, clairement, ça veut dire que la France est le premier pays producteur au monde de lin. Alors, c'est en plus dans le nord de la France. Donc, quand on est dans le nord, on voit les champs de fleurs bleues qui fleurissent au mois de juin. Alors que quand on est dans la moitié sud de la France, on s'en rend beaucoup moins compte. Pourquoi est-ce que c'est une culture très locale? Parce qu'en fait, il faut un cocktail gagnant météorologique qu'on a la chance d'avoir sur nos côtes, qui sont un cocktail de pluie, d'eau évidemment, de chaleur aussi et de vent. Voilà, on y reviendra après parce que tout ça, c'est important pour le rouissage. Je voudrais commencer par élargir un peu pour dire que étymologiquement, le mot lin, avant que le coton ne vienne des États-Unis, tout le linge en France et en Europe était fait en lin. Parce que le mot lin et linge, étymologiquement, c'est la même chose. Et en anglais, il n'y a même pas de différence. Linen, c'est le même mot pour dire lin et linge en anglais. Donc, ça veut dire que pour dire du pur lin en anglais, on doit dire pure linen pour dire du 100% lin. Donc, étymologiquement, l'Europe, et plus particulièrement la France, c'est le pays ancestral, on va dire, où tout le linge était en lin depuis des siècles. Voilà. Alors, le lin est une fibre d'Europe de l'Ouest, donc avec 80% de la production mondiale de fibres de lin qui se situe sur cette bande hachurée verte que vous voyez, ce qui nous permet de travailler la certification et la traçabilité. À savoir donc, qu'au niveau de la culture, donc le lin est une plante qui fait du bien à la planète parce que c'est zéro irrigation. C'est une plante qui est très robuste, qui fait à peu près 1 mètre de haut, qui ne pousse qu'avec l'eau de la pluie. Elle est robuste parce qu'il faut savoir que la racine fait aussi 1 mètre de long. Elle est aussi longue que la tige. C'est ce qui fait que quand elle verse, parce qu'il y a du vent ou des orages, en général, elle arrive à se redresser. 0 OGM, 0 déchet, on en reparlera juste après. Ça fait partie des cultures rotatives et régénératrices parce que justement, la racine étant très profonde, ça permet une bonne aération du sol. Voilà, donc une culture complètement raisonnée et naturelle. Voilà pour… alors, si là, on parle de 85%, les 15 autres pourcents, donc, qui sont des bassins de production, c'est l'Europe de l'Est, avec les anciens pays soviétiques notamment, qui ont quand même une tradition linéaire. Et après, il y a la vallée du Nil en Égypte. Vous allez me dire pourquoi le Nil. C'est simplement parce qu'avant, quand il y avait la crue du Nil, ça permettait aussi le phénomène de rouissage d'eau sur les champs qui était très importante. Voilà. Donc, pour les bassins de production de lin dans le monde.
Donc ensuite, hop. Alors, l'agriculture. Non, en fait, il faut que je sois patiente. L'agriculture, donc au niveau agricole, donc le lin est une plante qui fleurit en 100 jours. On parle souvent des 100 jours du lin puisqu'il est semé en général au mois de mars et en 100 jours, au bout de 100 jours, les fleurs apparaissent, donc c'est la floraison qui a lieu en général à la deuxième quinzaine de juin. Et les fleurs sont éphémères, donc au bout d'une journée, voilà, elles se transforment en capsules après. On verra ce qu'on en fait. Donc floraison au mois de juin, arrachage en général au début juillet. Le lin ne se fauche pas, il s'arrache parce qu'on va chercher de la longueur et ça c'est extrêmement important. Donc toute la racine qu'on peut avoir, on l'utilisera dans la fibre parce que la fibre se prolonge jusque dans la racine. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est arrachée, elle est couchée sur le sol, donc comme des laits, pour être rouie. Et c'est là où notre cocktail météorologique est très important, puisque en fait, quand le lin est sur le sol, ça permet comme une moisissure naturelle, en fait, une décomposition, grâce à l'effet grâce à l'effet de l'eau. Et il faut aussi que ça sèche, qu'il y ait du vent et du soleil, parce que sinon ça pourrit. Ça ne peut pas rester dans son humidité. Donc, il faut une alternance de ces 3 facteurs météorologiques pour avoir un bon rouissage. Et c'est vraiment le rouissage qui fait plus de la moitié de la qualité de la fibre de lin, parce que s'il y a trop d'eau, comme on a dit, ça pourrit sur le champ et la fibre, elle devient très, très noire, très cassante. S'il manque d'eau pendant l'été, au contraire, ça restera jaune comme de la paille et ce sera très difficile de pouvoir retirer la paille, séparer la paille de la fibre, parce que la paille va coller à la fibre et ça fera un tissu très flammé, un fil très flammé après. Donc, il faut un bon dosage entre l'eau, le soleil et le vent, sachant que l'eau peut prendre aussi la forme de la rosée, hein, la rosée du matin qui est très humide sur les régions côtières, c'est important. Ça permet un bon rouissage. Donc, pour que ce soit un rouissage homogène, au milieu de l'été, on retourne et ça permet de rouir de façon homogène des 2 côtés. Donc ça, c'est une surveillance de tous les instants parce qu'il n'y a pas de règles particulières. C'est vraiment le savoir-faire de l'agriculteur et du tailleur qui travaillent en collaboration pour savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment pour arracher, pour retourner et pour enrouler. Faut aussi se rendre compte au niveau agricole que ça demande beaucoup plus de ressources que par exemple du blé ou du maïs où il faut juste faucher et enrouler, par exemple pour du blé, où une moissonneuse-batteuse c'est suffisant. Pour la culture du lin, outre la surveillance de tout l'été pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment de faire les opérations, il faut aussi 3 machines, une arracheuse, une retourneuse et une enrouleuse, puisqu'on enroule, donc on ramasse en général fin août. Il faut aussi une fenêtre de tir de météo avec du beau temps pour que justement la paille soit enroulée sèche et non pas humide pour des raisons de conservation. Donc, niveau agricole, ça fait déjà une barrière à l'entrée, une deuxième barrière à l'entrée, puisqu'on a parlé qu'il fallait une météo propice, un cocktail météorologique propice. Il faut 3 machines, là où pour les autres cultures, en général, il n'en faut qu'une. Donc, tout ça, et un savoir-faire qui est important. C'est 3 barrières à l'entrée qui fait qu'on ne peut pas s'improviser ligné comme ça, sans un minimum de connaissances et d'investissement. Et voilà, c'est important à bien comprendre pourquoi cette culture est plus chère que les autres.
Néanmoins, les agriculteurs, pour faire un petit focus, apprécient en fait, c'est une culture qui est très volatile dans son rendement et dans ses coups de revient, parce qu'une année comme cette année où il y a eu une grosse sécheresse, il y a vraiment manqué d'eau, les lins n'ont pas poussé, ils n'ont pas atteint la longueur de 1 mètre qui est nécessaire après pour faire du fil de qualité. Donc les lins étaient très courts et il y a même des lins qui n'ont pas été ramassés, les champs ont été retournés parce que derrière, on savait que ça n'allait pas être rentable de continuer le process. Donc l'écart type, en fait le risque pour l'agriculteur qui met du lin est beaucoup plus élevé que pour n'importe quelle autre culture. Parce qu'il est dépendant énormément de la météo, et ça peut être une année pléthorique avec un excellent rendement très rentable, comme ça peut être la bérésina comme cette année. Voilà, donc c'est une culture très risquée. C'est important de le souligner, que d'une année à l'autre, le revenu de l'agriculteur aura une grande variation. Donc voilà, si on avance, après on arrive au processus du teillage. Alors le teillage, c'est une opération qui se fait en région de production, donc on est toujours dans notre bande de 500 km entre Caen et Amsterdam. Il y a à peu près une cinquantaine de teillages, aussi bien des coopératives que des privés. L'opération du teillage, ça consiste à, donc une fois qu'on a ramassé la paille rouille et séchée, à séparer la paille de la fibre. Donc ça passe dans des créneaux en fait qui cassent la fibre, la paille plutôt, pour séparer différents produits. Donc une récolte est taillée pendant toute une année. Donc voilà, donc il y a de l'activité. L'activité est lissée en teillage. C'est les agriculteurs qui stockent la paille et qui livrent au fur et à mesure au teillage. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, vous voyez l'image du milieu, c'est la paille telle qu'elle est récoltée en ballots. Et qu'est-ce que va permettre de créer comme produit le teillage? Il va permettre, donc on a parlé dans la capsule, donc la fleur qui se transforme en capsule, à l'intérieur il y a les graines. Les graines, ça sert, donc c'est riche en oméga 3, c'est très bon pour l'alimentaire, donc les graines de lin qu'on retrouve dans le pain notamment, donc aussi sous forme d'huile ou de farine pour l'alimentaire, et on s'en sert aussi pour tout ce qui est mousse de lin, l'entretien du bois, l'encaustique, l'entretien du parquet, etc., à base d'huile de lin. Ça, c'est les débouchés pour la capsule. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ANA, en haut à gauche, c'est tout ce qui est la paille en fait qui est collectée. Donc cette paille, elle sert principalement pour les litières de chevaux, notamment dans les haras en Angleterre. Donc elle est utilisée pour les litières de chevaux et aussi pour les paillages de massifs, de façon plus terre à terre. On peut en faire des panneaux de bois agglomérés, notamment pour les camions pizza, ou alors même des tables de laboratoire en hôpitaux, les tables d'opération, voilà, en matière naturelle. Donc ça, c'est pour expliquer que dans le lin, c'est comme dans le cochon, tout est bon. On récupère tous les éco-produits. Donc après, il y a la longue fibre qui est la matière noble, la fibre, donc vous voyez en haut à droite, qui va nous servir à faire du fil, on en reviendra juste après. Et il y a les étoupes de teillage, donc en bas. Les étoupes de teillage, en fait, c'est quand on peigne, en fait, c'est toutes les fibres courtes qui n'ont pas la longueur et qui servent plus à des débouchés pour la papeterie, notamment, ou pour les composites.
En papeterie, par exemple, dans le papier à cigarette, il y a du lin, ou dans le dollar, dans le billet de banque, le dollar, il y a aussi du lin. C'est ce qui donne un peu l'aspect crispy du dollar et qui fait qu'un billet d'un dollar se déchire beaucoup moins facilement qu'un euro, par exemple, parce que malheureusement, il n'y a pas de lin dans les euros, alors que le lin pousse en Europe, mais on va en vendre à la Banque fédérale américaine. Allez comprendre la logique. Ils ont une durée de vie de leur billet qui est beaucoup plus longue que la nôtre en Europe. Voilà pour expliquer un peu les débouchés des fibres courtes. Pour les fibres courtes, il y a aussi d'autres débouchés voilà, plus en industrie. On y reviendra après. Donc, c'est pour expliquer qu'on est sur un process complètement naturel, mécanique, et que tout est utilisé et valorisé dans la chaîne. Zéro déchet, voilà. Alors, nous arrivons justement sur la filature. La filature, en fait, il y a, on va dire, 3 étapes qui sont très importantes. La première étape, c'est le peignage. Donc, le peignage, c'est bien paralléliser toutes les fibres, les calibrer, les étirer. Et très important, c'est la préparation, en fait, à partir de ces rubans issus du peignage. Ce qui est très important, c'est la préparation, donc mélanger des fibres qui viennent, on va dire, de régions et de même cette étape de préparation. Donc plus il y a de mélange de fibres donc, qui viennent des différentes régions de production et aussi d'années différentes, plus la qualité d'un fil sera homogène. Et c'est là où on peut se rendre compte de la différence, on va dire, la différence de qualité entre les différentes filatures. C'est que lorsque une filature a la possibilité d'acheter un grand stock de fibres, de matières premières pour pouvoir faire des mélanges importants, le fil sera beaucoup plus stable dans sa qualité et durable, puisque s'il y a une mauvaise récolte comme cette année, il y aura moins de fibres, il y aura moins d'achats une année où il y aura justement une moins bonne récolte. Donc, c'est là où on voit toute la différence entre un fil asiatique, par exemple, ou un fil européen. Par exemple, le Safilin, pour expliquer, parce qu'on est quand même sur un process de filature haut de gamme, a son trésor de guerre. Donc, notre trésor de guerre, c'est d'avoir vraiment un gros stock de matières premières pour pouvoir se permettre une année comme cette année d'acheter moins et de pouvoir continuer à garantir un fil premium haut de gamme, durable, avec des bons rendements, que ce soit au tissage ou après sur la durabilité du produit. Alors que si la filature est faite avec la récolte de l'année, et la variation la variation de la qualité du fil dépendra de la météo, et il peut y avoir des très bonnes années comme des années où il n'y aura absolument pas de résistance. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que ce qui fait la qualité d'un produit fini et la durabilité, même après au lavage répétitif, etc., c'est vraiment la qualité du mélange en amont et des fibres qui ont été utilisées pour le fil, parce que tout se joue à cette étape-là, en fait. Et ça, pareil, c'est un savoir-faire humain qu'on ne peut pas déléguer et qui est très important. Donc, dans le process de filature, il y a 2 process. Il y a ce qu'on appelle la filature au mouillé et la filature au sec. Alors, la différence métrique qui peut y avoir en sortie. Donc, ce qu'on appelle la filature au sec, c'est pour faire des numéros métriques donc qui sont un peu plus élevés. Donc, ça veut dire que un peu plus bas, ça veut dire que le fil est plus gros, en fait. Puisque le numéro métrique, c'est le nombre de mètres de fil qu'on fait avec un kilo, de kilomètres, pardon, avec un kilo.
Alors, donc on passe pour la filature au sec dans des cardes, ce qui nous donne des rubans, des toupes. Des cardes, ça ouvre et ça mélange en fait. Après, on a la préparation donc, qui va nous donner des rubans. Ces rubans, on va les affiner, on va les étirer. Ils vont passer sur des métiers à filer. Donc, un métier à filer va permettre une torsion, en fait, et ensuite, c'est le bobinage. Donc, sur les bobines et des cônes qui sont prêts à être mis en teinture ou alors à être tissés. Pour la filature au sec, on est plus sur des destinations. Alors, si c'est pour l'habillement, ce sera des choses un peu plus lourdes comme du costume ou du jean. Sinon, on est sur du linge de maison, de l'ameublement et des débouchés comme cela. Après, on a le processus de filature au mouillé. Donc, ça veut dire qu'on part des rubans de peignage, toujours pareil, qui vont être mélangés à donc une préparation. Il faut savoir que dans la préparation, pour un fil de très haute qualité, il peut y avoir jusqu'à 27 champs, 27 lots, en fait, 27 champs différents pour faire un fil. Donc, pour se rendre compte de l'importance de cette préparation et de l'importance de toutes les matières premières et les fibres qu'on doit avoir en stock. Et pour pouvoir permettre un fil plus fin et pour aller chercher des qualités de plus pour le textile, donc l'habillement, et même on peut aller faire des choses très, très fines sur le voilage, la dentelle, etc. On va en fait lessiver et faire un blanchiment. Donc, c'est juste rajouter de l'eau, hein. C'est aussi simple que ça, pour permettre d'avoir un fil encore plus fin et plus régulier et d'aller chercher cette finesse qui va nous permettre de faire un fil beaucoup plus fin. Et après, ça ne change pas. Ça passe sur les métiers à filer, donc pour avoir la torsion. Et le bobinage. Donc là, on est sur les marchés, donc textile, habillement et linge de maison. Voilà la différence entre la filature au sec et la filature au mouillé. À savoir que le process de filature au mouillé, aujourd'hui, en Europe, donc pour faire des qualités pour l'habillement, il ne reste plus que 2 filatures. Dans les années 50, il y en avait encore beaucoup autour d'Armentières et de la vallée de la Lys, qui était voilà, la zone des filatures et textiles, donc tissage dans le nord de la France, spécialisé dans le lin. Après, c'est parti en Europe, la filature est partie en Europe de l'Est. Et il y en avait encore 3 il y a quelques temps. Il y a 4 ans, et maintenant, il n'y en a plus que 2, dont Safilin et une autre en Italie. Voilà. Donc, c'est pour expliquer que c'est un savoir-faire qui est quand même, bien qu'ancestral, aujourd'hui extrêmement menacé par toute la concurrence asiatique, puisqu'aujourd'hui, 80% de la filature est importée d'Asie. Donc, ce qui est complètement dingue dans l'histoire, c'est qu'on est toujours le premier pays producteur au monde de fibres de lin, mais sur toute notre culture, il y a 80% de la culture qui part en Asie pour être filée et qui revient après en Europe sous forme soit de fils, de tissus ou d'articles confectionnés. Et en magasin, c'est ce circuit qui est à 80%. Vous pouvez être sûr que le lin, même s'il est made in France, il est forcément à 80% passé par la case Asie, parce que les appellations made in France font que s'il suffit que la teinture et la confection se fassent en France ou en Europe, voilà, pour avoir l'appellation made in France ou made in Europe, ce qui biaise énormément on va dire, la visibilité, la transparence, la traçabilité pour le consommateur final qui pense acheter un produit local, transformé localement, sauf que c'est les dernières étapes de transformation, la première et les dernières étapes de transformation qui ont été faites en Europe. Et le bilan carbone, c'est un autre sujet. Voilà.
n'est pas forcément au rendez-vous. C'est juste pour faire un peu le panorama et se rendre compte des enjeux à ce niveau-là. Donc, l'étape suivante. Hop. L'étape suivante, donc une fois qu'on a notre fil, qu'est-ce qu'on en fait? On a le tissage ou le tricotage. Donc le tissage, c'est du chêne et trame. Donc on entrecroise en chêne et en trame le lin. Il y a possibilité de faire des mélanges, donc du lin avec une autre fibre en chêne ou en trame. On peut faire aussi des mélanges intimes au niveau du fil, donc mélanger du coton et du lin ou d'autres matières au niveau du fil ou au niveau du tissage. C'est les différentes possibilités. Il y a aussi la possibilité de tricoter. Donc, tricoter, ça permet de l'élasticité, en fait, et de ne pas avoir de pas avoir le problème de froissage, ou en tout cas beaucoup moins. Mais ça demande aussi une finition particulière du fil, parce qu'un fil qui va être tricoté va être paraffiné et surhumidifié pour passer sur les métiers circulaires notamment, donc pour faire du t-shirt, de la chaussette ou des choses comme ça. Le fil coûtera plus cher parce que ce sera un fil issu de la filature au mouillé, avec une finition particulière pour pouvoir il est paraffiné pour pouvoir être bien glissé dans les tricotages circulaires. Voilà, en tout cas, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a de la maille de lin sur le marché. C'est un produit qui est beaucoup plus récent par rapport au tissage, où ça fait des siècles qu'on utilise le lin en tissage, en chêne et trame, mais le tricotage, ça permet de nouvelles réalisations. Et l'ennoblissement, donc le lin imprime très bien la teinture, parce que c'est une fibre creuse, donc ça absorbe la couleur à cœur. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, quand on trempe dans un même bain un tissu en coton, un tissu en lin, le lin aura un meilleur éclat, il sera beaucoup plus chatoyant. Tous les designers vous le diront. Parce que ça imprime à cœur, et ça, c'est important. Donc, le lin il peut être teint soit sur le fil, ça permet de faire des effets de chambrée notamment, un fil de chaque couleur. Il peut être teint en rouleau, ou alors en pièces une fois qu'il a été confectionné. Donc tout est possible au niveau de l'ennoblissement, et possibilité de rajouter après des apprêts en fonction de l'effet recherché. Voilà. Au niveau de l'entretien, juste un petit mot, c'est une fibre longue, donc il ne faut pas hésiter à mettre à la machine à laver, au sèche-linge. Il n'y a pas de souci, ça résiste et ça tient beaucoup mieux que du coton. Et même plus c'est lavé et plus c'est séché au sèche-linge, ça permet de casser encore plus la fibre et d'aller chercher de la douceur, puisque la fibre va s'assouplir au fur et à mesure des lavages ou des séchages. Donc, surtout, ne pas hésiter à faire sécher, à mettre au sèche-linge. Je sais qu'il y a beaucoup de réticences par rapport à ça, mais il n'y a aucun problème. Alors, ensuite, alors les certifications de traçabilité européenne, donc ça c'est important de bien faire la différence. Donc c'est deux certifications qui sont développées par la CELC, qui est la Confédération européenne du lin et du chanvre, donc le syndicat interprofessionnel dans la filière.
European Flax, c'est la garantie d'une traçabilité d'une fibre de qualité européenne, donc qui a poussé sur notre bande de 500 km entre Caen et Amsterdam. Donc c'est juste, mais on s'arrête là. Donc ça veut dire qu'après, si elle a été filée et transformée en Asie, elle peut quand même avoir le label European Flax, c'est juste qu'elle provient des 85% de la région de production qui peut être tracée. Voilà. Pour aller un peu plus loin, donc dans l'aval de la filière européenne, c'est le label, la certification Master of Linen. Master of Linen, on est sur de la traçabilité européenne, pas que de la fibre, mais on va jusqu'au tissage. Donc ça veut dire la fibre, la filature et le tissage. Donc, quand on achète un tissu certifié Master of Linen, on a la garantie qu'il n'est pas sorti d'Europe, que toutes les étapes de transformation ont été faites en Europe. Voilà, donc Club Master of Linen, vous pouvez retrouver tous les intervenants, vous tapez sur internet tous ceux qui sont certifiés Club Master of Linen, ça fait partie du site de la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre, et vous retrouverez tous les acteurs certifiés, donc qui savent bien travailler le lin, parce que ça c'est aussi important, et qui travaillent aussi cette traçabilité. Alors, le lin versus coton, pour faire un peu un comparatif, le lin, une chemise en lin, alors c'est juste, je donne qu'un seul chiffre, c'est juste pour se rendre compte des choses, je veux être factuelle, hein. Évidemment, j'ai un parti pris pour le lin, mais il y a quand même quelques petits points qui sont importants, qui remettent un peu les idées en perspective. C'est une chemise en lin, par exemple, c'est 13 bouteilles d'1,5 litre d'eau économisée par rapport à une chemise en coton. Évidemment, ça se joue énormément au niveau de la culture, pour expliquer que voilà, l'impact eau au niveau du coton, c'est quand même un gros souci, et que le lin ne demande vraiment aucun arrosage, et que ça pousse vraiment naturellement. Bon, je ne parle même pas du bilan carbone, parce que le coton ne pousse pas en Europe, donc il est forcément importé. Mais c'est quand même important de se dire ça. Et pour avoir un autre ordre d'idée, je ne pense pas l'avoir dit, à peu près dans un hectare de lin, on peut faire 4000 chemises, pour rester sur nos ordres de grandeur en chemise. Donc ça, l'étymologie, j'en ai parlé. Donc le lin est la seule matière végétale et naturelle poussant en Europe, et dont la transformation peut se faire exclusivement en Europe. Donc toutes les étapes de transformation, donc on a dit la culture, le teillage, la filature, le tissage, l'ennoblissage, la confection, tout ça, peut se passer en circuit court européen. C'est des emplois non délocalisables dans cette filière-là. Donc c'est important de pérenniser et soutenir ce savoir-faire ancestral et unique, qui souffre énormément de la concurrence asiatique, pour ne pas la nommer. Et ça, il faut quand même en être conscient, que c'est un combat de tous les jours, et qui nous oblige à nous réinventer sans cesse. On ne peut pas automatiser le lin. Le process du lin, c'est la filature, telle qu'on le travaille aujourd'hui, c'est exactement le même process qu'il y a un siècle. Il faut se rendre compte que, comme tout est manuel, on ne peut pas aller trop vite, parce qu'on respecte la matière pour faire des produits de qualité. Donc c'est des hommes et un process mécanique. D'ailleurs, je vais vous faire passer un petit film, où je le ferai passer à la fin, parce que je vais finir mon PowerPoint, et je finirai sur le film qui sera un peu le récapitulatif, pour revoir justement en image ce process mécanique. Voilà.
Donc le lin, une fibre aux propriétés remarquables. Donc on a déjà expliqué au niveau de la culture en quoi c'était bon pour la planète. Maintenant, pour le consommateur et l'utilisateur, il faut savoir que le lin, donc c'est thermorégulant. Pourquoi? Parce que je reviens toujours sur le fait que c'est une fibre creuse. Le fait d'être une fibre creuse, c'est respirant l'été quand il fait chaud, et c'est aussi, ça agit comme un double vitrage. C'est thermorégulant. L'hiver, ça maintient chaud. Donc, le lin n'est pas qu'une fibre d'été, c'est aussi une fibre d'hiver, puisque quand on dort dans des draps en lin, par exemple, l'hiver, on n'a pas froid. Et l'été, notamment pour ceux qui ont des problèmes de transpiration, etc., c'est respirant et ça absorbe l'humidité et ça sèche très vite. Donc, c'est un confort de sommeil qui est inégalable. En général, quand on commence à dormir dans des draps en lin, après, on ne sait plus retourner dans des draps en coton. Mais bon, chacun son expérience. Donc, c'est ultra absorbant. C'est pour ça que dans les torchons, dans les bistrots, par exemple, sont souvent en lin, les torchons des chefs, parce que ça absorbe l'eau et ça, au lieu de l'étaler comme peut le faire le coton, voire même pelucher, l'éclat du verre n'a rien à voir quand on sèche. Et aussi, je pense à toutes les propriétés industrielles, le fait que ce soit très absorbant, on peut le marier en composite avec des résines, des matériaux biosourcés, ou même la teinture. Voilà, c'est vraiment une matière qui est faite pour absorber d'autres, pour absorber, voilà. Le fait que ce soit une fibre creuse, c'est aussi analergique. Parce que ça ne retient pas les bactéries. C'est pour ça que les mouchoirs en lin, qu'on avait avant, maintenant on est passé au Kleenex, mais les mouchoirs en lin, à l'époque, étaient souvent en lin pour permettre une meilleure hygiène. Et facile d'entretien, on en a parlé, il faut lever les tabous. Voilà, donc le lin, il est impossible de faire une comparaison donc, entre le lin et une autre matière parce que c'est quand même un circuit unique, des propriétés uniques et bon pour la santé, bon pour la planète. Ça, c'est l'avantage. Il y a seulement 180 000 hectares de lin cultivés chaque année dans le monde, dont 160 000 en Europe de l'Ouest, sur notre bande côtière, contre 25 millions d'hectares cultivés pour le coton. Le lin, ça représente moins de 1% des matières utilisées dans le textile. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on est dans une région et dans un pays ligné, mais dès qu'on sort de la France, la Belgique et l'Italie, qui ont vraiment des savoir-faire importants dans le lin, c'est une matière qui est très rare. Donc, tout est bon dans le lin, on en a parlé. Et oui, une matière extrêmement résistante du fait que c'est une fibre longue. Et c'est important. Donc la seule limite au lin, c'est l'imagination. Donc le lin est une fibre d'avenir parce que aujourd'hui on l'utilise beaucoup dans les textiles connectés, ou les textiles de demain pour ses propriétés. Dans l'acoustique, ah oui, j'en ai pas parlé. Le fait que la fibre de lin, pareil, je reviens sur ses propriétés, elle est très légère et c'est une fibre creuse. Ça permet d'absorber les vibrations. Donc, quand vous êtes dans une pièce avec des rideaux en lin, l'acoustique est meilleure qu'avec n'importe quelle autre matière de rideau parce que ça absorbe les vibrations. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des guitares, des instruments de musique développés avec de la fibre de lin, ou même dans l'industrie automobile, par exemple, dans les portières de voitures, on met du lin parce que le lin est une fibre de substitution à la fibre de verre ou la fibre de carbone. Elle est plus légère et elle absorbe mieux les vibrations, donc ça permet d'avoir moins de vibrations donc dans le transport.
Et aussi, la fibre de lin est plus souple et moins cassante que de la fibre de verre, donc protège mieux l'habitacle en cas de choc. Ça, c'est pour ces propriétés-là que de l'automobile et même l'aéronautique aussi, pour une question de légèreté et de poids et de consommation de carburant, plébiscite le lin. Le fait que ça absorbe les vibrations, c'est aussi le lin est utilisé pour les sportifs de haut niveau, notamment les raquettes de tennis. Il n'y a pas de Décathlon ils pourront témoigner que les raquettes de tennis, en fait, le fait que ça absorbe les vibrations, ça soulage les tendons des athlètes de haut niveau et voilà, ça les protège mieux au niveau de leur santé. Donc, dans d'autres sports comme dans le nautisme, on trouve aussi des bateaux qui ont des coques, au lieu que ce soit en fibre de verre, c'est en fibre de lin, donc avec un composite avec de la résine pour faire des bateaux bio, si on peut dire, enfin, on va dire, c'est pas bio, c'est plus, pardon, plus léger, et voilà, pour qu'ils avancent plus vite, pour avoir des meilleures performances. Il y en a aussi dans le design qui s'amusent à faire à base de fibres de lin, voilà, on a vu des chaises, des meubles, des berceaux de bébés, on a vu ouais, des coques, même des casques, etc. C'est énormément de choses qui peuvent être imaginées grâce au lin, à sa fibre longue et à son parallélisme, sa légèreté et son absorbance. Le champ des possibles est très important. Voilà, donc tout ça, donc au niveau aussi bien des teillages que des filatures et à tous les niveaux de la chaîne, on travaille la R&D pour pouvoir proposer d'autres choses en textile et hors textile. Voilà, bon, quand je parle du lin, je ne m'arrête pas. Je surveille le temps. Je vais vous passer une petite vidéo qui dure 4 minutes, qui reprend tout ce que je viens de dire, donc du semis jusqu'au produit fini, toutes les étapes de transformation, comme ça vous pourrez voir fonctionner les usines, etc. Je vais vous la commenter en même temps parce qu'il n'y a pas de parole, pour vous expliquer un peu chaque étape, et puis après je serai attentive à vos questions. Alors, donc là, on est au moment de la préparation de la terre, donc des semis. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver qui a été sur Internet, qui a été faite par la CELC. Là, c'est la version courte de 4 minutes que j'ai mis, mais je sais qu'il y a une version longue qui dure 15 minutes et qui reprend bien plus en détail toutes les étapes de transformation. Voilà, donc là, on est au mois de mars, on est au niveau du semis, avec la préparation de la terre, et c'est le début des 100 jours du lin, en vue de pouvoir que le lin prenne donc une longueur d'1 mètre. Donc là, on voit les jeunes pousses, et là, au bout de 100 jours, on a un champ de fleurs bleues, avec des fleurs éphémères qui sont magnifiques. Donc une plante très robuste qui pousse complètement naturellement. Donc là, c'est arraché et posé sur les champs en attendant le rouissage, donc l'action de l'eau, du vent et de la chaleur. Ensuite, c'est enroulé, retourné, puis enroulé, ça passe en teillage. Donc là, on voit le mécanisme avec des créneaux qui séparent la paille de la fibre. Et donc, on a dit qu'on mettait les graines d'un côté, la paille qui s'appelle les annas de l'autre. On récupère la fibre longue, là, qu'on voit, qui est peignée, qui va former un ruban. Et ce ruban va être étiré
mélangé avec d'autres rubans, d'autres champs et d'autres millésimes. Là, on voit, c'est le mélange. À chaque fois, c'est un pot, c'est un champ différent. Et tout est étiré, mélangé. Et donc, il y a un process qui est très long avant d'être filé. Donc, la filature, c'est juste la torsion et pouvoir être ensuite bobiné. Donc là, on est sur le tissage. Donc là, on est en chaîne et trame. Donc, avec la possibilité de faire des jacquards, plein de finitions haut de gamme et de la maille aussi, pour ensuite se retrouver donc, en atelier, donc au niveau de la confection et des ateliers de modélisme et de la haute couture. Alors le lin, en général, c'est comme dans les grands crus, hein. Toutes les collections et toutes les marques sont obligées d'en proposer en magasin parce que c'est un produit haut de gamme qui valorise, on va dire, l'image de la marque, quel que soit son positionnement. Mais ce n'est pas toujours facile, comme c'est moins de 1% du textile mondial, ce n'est pas toujours facile pour les marques de savoir s'approvisionner parce que autant les sourcings en coton sont clairement travaillés, établis, et en général, pour le lin, c'est plus simple de le sous-traiter ou de l'externaliser parce que ça demande quand même des compétences bien spécifiques. Tout le monde ne s'improvise pas linier, son fournisseur de coton ne peut pas forcément l'être. Il y a à peu près 300 acteurs dans le monde qui savent bien travailler le lin et c'est un petit milieu et tout le monde se connaît. J'espère vous avoir intéressé et avoir répondu à vos questions, à vos attentes. Maintenant, si vous voulez poser des questions, je vous propose de lever la main. Et puis à ce moment-là, j'ouvre votre micro et puis ça permettra d'entendre et de pouvoir répondre à votre question. Anne-Claire Coulot. Oui, moi j'avais une question parce qu'en fait, j'ai été acheteuse pendant longtemps dans le prêt-à-porter femme et quand on voulait acheter du lin, on allait essentiellement au Portugal pour tout ce qui était maille. Oui. Pourquoi en fait? Pourquoi le Portugal? Parce que vous n'en avez pas parlé plus que ça. Alors, pour la maille, c'est vrai que le Portugal est un pays qui sait très bien travailler la maille, puisqu'ils ont la maille, c'est un tricotage circulaire, donc ils sont bien équipés en tricotage circulaire. Il y en a quelques-uns en France, très peu en Europe de l'Est. Donc, il y a un savoir-faire au niveau de la maille au Portugal. Donc, il y en a certains qui ont fait le choix de proposer de la maille de lin. Donc aujourd'hui, et il y a aussi le choix stratégique, on va dire, des filateurs asiatiques qui ont mis des dépôts de fils de maille pour maille importants aussi sur place, et donc le fil était disponible en grande quantité. Donc, c'est, on va dire, une alchimie de la disponibilité d'un fil à bas coût, on va dire, avec l'outil industriel de tricotage portugais qui fait que le Portugal est devenu un spécialiste pour la maille de lin. Après, dans la maille de lin, vous verrez, pour en parler un peu plus précisément, il y a plusieurs grammages. Il y a le petit t-shirt basique, on va dire, qu'on retrouve, si on parle, qui fait entre 170 et 180 grammes, qui est issu du Portugal.
Après, la France développe des grammages un peu plus lourds, donc on est sur du 190, 210, voire 300, sur du 200, 210, 230 grammes, donc des mailles qui sont plus serrées, des jerseys, des piquets, etc., qui ont beaucoup moins de transparence, plus de tenue. Qui ont plus de tenue et qui proposent voilà, pour des produits un peu plus haut de gamme. Donc voilà, c'est par tradition textile que le savoir-faire, que la maille, le Portugal est le pays de la maille. Après, si on fait un peu la cartographie textile en Europe, l'Europe de l'Est travaille aussi très bien tout ce qui est chaîne et trame. Il y a quelques tricots aussi en Europe de l'Est. Nous, on a fait le choix, Safilin, de s'implanter en Pologne. Il y a 20 ans, il y a la dernière chaîne de filature qui a dû être délocalisée en Europe de l'Est. On a fait le choix de la Pologne parce que c'est un pays de tradition linière et l'Europe de l'Est, c'est très bien travailler le lin aussi. Mais plus au niveau de la chaîne et trame. Et c'est vrai que le Portugal s'est fait une spécialité sur la maille. Mais en France, la France travaille aussi maintenant très bien, et aussi bien au niveau de maille que chaîne et trame, des produits très qualitatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est parfait. Merci. Et j'avais Clotilde. Hop. Ça fonctionne, Clotilde? Allô? Oui, je vous entends. Moi, je voulais simplement savoir pourquoi le lin n'est pas cultivé plus à l'ouest en France, notamment jusqu'en Bretagne. Donc, je suppose que certaines conditions ou une condition est manquante au cocktail nécessaire à la culture du lin. Est-ce que Oui, alors la Bretagne, je crois que c'est la terre qui est pas pareille. En fait, en Normandie, pour aller et jusqu'à Caen, en fait, c'est des grands plateaux avec des terres très meubles et sablonneuses. Je pense que c'est trop rocailleux, la Bretagne. Alors, ce n'est pas un problème de pluie, de météo, mais c'est de constitution du sol, en fait, puisqu'il faut que la racine puisse rentrer à 1 mètre de profondeur, donc c'est moins évident. Okay. Donc voilà. Par contre, avec le réchauffement climatique, s'il devait y avoir de nouvelles régions productrices de lin, on pense que ce serait plutôt au nord de la Belgique, Hollande, etc. Si ça devait s'élargir, on va dire. Très bien. Voilà. Merci. De rien. Alors, ensuite, donc c'est... Delphine, je vous écoute. Oui, vous dites que le frein pour faire du 100% Made in France, c'est les filatures. Alors, j'ai lu plusieurs articles, notamment dans la Voix du Nord, comme quoi vous et 2 autres acteurs du producteur de lin dans le Nord avaient un projet de filature en 2021. Est-ce toujours d'actualité? Alors, c'est vrai que par rapport à la demande de circuits 100% français, puisque ce serait possible, s'il y avait à nouveau une filature au mouillé en France, de pouvoir proposer une offre 100% française, c'est un sujet qu'on réfléchit. On y travaille. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de facteurs clés de succès. On est en train de travailler dessus. Aujourd'hui, voilà, l'intention est là. On travaille sur tous les sujets, que ce soit donc le process, c'est pas le souci, mais c'est la formation des hommes, c'est la localisation. Enfin, c'est beaucoup de sujets et on a aussi surtout besoin de l'engagement des marques à nos côtés, de s'assurer que faire revenir un outil industriel en France, dans les Hauts-de-France, c'est économiquement rentable. Et on est en train de travailler tous ces sujets-là. Donc
pour qu'on puisse, voilà, dans les meilleures conditions possibles, pouvoir mener à bien ce projet qui serait en complémentarité de ce qu'on a actuellement en Pologne, voilà, pour une partie des volumes, pour répondre à une demande française. Mais on est en train de travailler sur tous les facteurs clés de succès là, pour l'instant. Donc, step by step, voilà. Mais l'intention est là. Merci. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui ne pourra pas se faire seul, mais qui doit se faire à plusieurs et de façon concertée avec d'autres acteurs locaux. On pense au peignage, on pense au blanchiment, on pense voilà, à tout cet écosystème, notamment à la teinture, tout cet écosystème. Et c'est vraiment en concertation que ça pourra se faire parce que ce n'est pas un projet qui se mène tout seul. Et c'est pour ça que c'est au niveau régional qu'on y réfléchit. Et surtout l'engagement des marques. Hein. Si les marques, vous voulez en discuter avec nous et qu'on développe ensemble un business model 100% français, je suis là à votre écoute surtout. Alors, 15. Alors, par spectateur. Donc, j'ai Émilie Ferrand. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si à un moment donné, pendant la pousse, il y avait besoin de l'usage d'intrants chimiques pour le lin. Alors, oui et non. Comment dire? Le lin pousse complètement en agriculture raisonnée. C'est possible qu'il pousse sans aucun intrant. C'est complètement, on va dire, la majorité des cas. Après, par rapport à certaines années ou enfin, un certain moment, il est possible qu'il y ait un petit peu d'intrant pour fortifier un peu la plante. Mais c'est très marginal et c'est que si c'est absolument nécessaire. Voilà, donc c'est vraiment une agriculture raisonnée et ce n'est pas l'objectif d'en mettre. Voilà, après, je ne pourrais pas vous dire quelle est la nature exactement de ce que c'est, mais je pourrais me renseigner si vous avez besoin. Merci. Alors, Yona Deschamps. Hop. Je vous écoute. Oui, voilà, je me demandais si vous travailliez du coup un mix matière entre le lin et une autre matière pour donner plus d'élasticité ou bien faire que le tissu soit plus chaud. Est-ce que vous travaillez avec d'autres matières en mélange? Oui, tout à fait. Donc, on travaille le lin avec un peu d'élastane, avec 2% d'élastane pour pouvoir permettre de l'élasticité. Donc, ça, c'est possible. On travaille, on a un lin laine qu'on est en train de sortir, donc justement avec la laine tracée Nativa, parce que l'idée, c'est d'allier, on va dire, le savoir-faire haut de gamme du lin au haut de gamme de la laine pour proposer un produit 100% traçable. Donc ça, c'est en cours de finalisation. Là, le développement, ça va bientôt arriver sur le marché. Donc, il y a du lin polyamide, que je ne dise pas de bêtises, qu'on a aussi, et un peu de lin coton. Mais bon, le lin coton, les cotonniers le font très bien, donc nous, on n'a pas d'intérêt à le faire. D'accord. Et avec le tencel, vous faites quelque chose ou pas du tout? Le tencel, on est en train de travailler dessus pour l'instant. On n'a pas de produit là, clé en main à proposer, mais c'est un sujet qui arrive souvent sur la table, donc on est en train d'y travailler. D'accord, merci. Avec plaisir. Zach Alain, je vous écoute.
Donc, merci pour la présentation. Moi, je souhaitais vous faire part un peu d'une frustration, puisqu'aujourd'hui, j'achète quand même beaucoup de lin pour les enseignes masculines pour lesquelles je travaille. Et c'est vrai que c'est une frustration de se dire, on achète effectivement du lin qui est certifié European Flex. Oui. Et aujourd'hui, d'imaginer ces containers de fibres partir en Asie pour être tissés, revenir en France une fois le produit fabriqué, c'est vrai que c'est frustrant. Et du coup, le projet de monter tout ce business model en France, vous pensez que c'est une target qui est prévue pour quand chez vous? Alors, un business model France, nous, ce sera 2022. Après, il y a un monde entre la France et l'Asie. Il y a un intermédiaire qui est le Made in Europe, puisque finalement, enfin, l'Europe, c'est pas si grand que ça. Hein. Nous, les usines en Pologne, c'est à 1300 km de la région de production. Donc, par rapport, c'est la même distance que c'était le sud de la France quasiment. Déjà avant, parce qu'en Made in France, on sera quand même sur un gap de prix un peu plus important sur des coûts français. Je pense qu'il y a une solution intermédiaire qui est le Made in Europe. Et enfin, on ne va pas préconiser de passer du sourcing Asie à un sourcing France. De toute façon, un sourcing France, il faut que ce soit des marques qui ont vraiment une stratégie souvent des plus petits volumes avec beaucoup de pédagogie et de sens derrière l'achat, ce qui est possible, hein. Mais pour 80%, on va dire, de l'offre européenne, une solution européenne linéaire est très... Un bon compromis est déjà beaucoup plus avantageux au niveau carbone que la solution asiatique. Donc, plutôt partir sur le Master of Linen. Le Master of Linen a été développé pour ça, voilà, pour les savoir-faire européens. Exactement. Merci. Alors, il y en a Émilie Ferrand. On vous écoute. Oui, pardon, c'était ma question. J'avais oublié de baisser la main. C'était sur les intrants. Ah, d'accord. Je vous en prie. Ah oui, donc si vous avez... on a répondu à votre question, vous pouvez Voilà, c'est ça. Voilà. Anne-Claire Coulot, elle a disparu aussi. Clotilde, Oui. Peut-être qu'il y a une autre question. Alors, Clotilde? Oui, j'ai activé mon micro, c'est bon? Oui, c'est bon, j'écoute. J'avais une autre question. Effectivement, pour aller au bout du concept naturel, raisonné, responsable, est-ce que vous avez déjà travaillé sur la possibilité de teinture végétale également? Oui, tout à fait. Alors, on est complètement en cohérence, hein, vous avez raison. La teinture végétale, on a des partenaires qui le travaillent. Au niveau du fil, au niveau du tissu aussi, et ça se fait de plus en plus, surtout en France. Je ne sais pas si vous connaissez la société Bugis, par exemple, qui travaille, qui a lancé une collection de mailles de lin avec de la teinture végétale avec un de ses partenaires. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et l'avantage, c'est que maintenant, on arrive à faire de la teinture végétale dans des quantités industrielles, alors qu'avant, c'était très marginal, enfin, c'était plus de l'atelier, de l'artisanat, alors que maintenant, on arrive à faire des quantités intéressantes. D'accord. Ça se développe bien, notamment avec la France. Oui. Merci. Voilà. Alors, Zach-Alain, il y a une autre question peut-être? Allô? Zach-Alain? Demandez la réactivation du micro. Vous m'entendez, Zach-Alain? Vous m'entendez? Oui, vous avez une autre question? Désolée, non, c'est maman qui était restée levée, excusez-moi. Ah, et Anne-Claire Coulot, hop. Anne-Claire Coulot, vous avez à nouveau une question ou c'était la même? Oui, j'avais une nouvelle question. Vous m'entendez? J'écoute, oui. Oui. En fait, je voulais savoir les possibilités en fin de vie d'un vêtement en lin, savoir si il y avait un recyclage possible ou c'est des choses qui étaient étudiées à ce niveau-là.
Alors, évidemment, le recyclage est tout à fait possible puisqu'on est sur un produit naturel et surtout aussi, ça n'a pas été teint. Il faut savoir que un tissu en lin naturel qui n'a pas fait l'objet d'un process de teinture, hein, ce qui est quand même le cas dans quasiment un quart du lin qui est vendu est naturel. C'est complètement recyclable. Alors aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre, c'est comme le lin, c'est moins de 1% du textile mondial, il n'y a pas de cycle de process de recyclabilité qui est mis en place spécifiquement pour le lin parce qu'il est mélangé au coton et ça passe dans le process, on va dire, cotonnier de seconde vie. C'est mélangé à ce niveau-là parce que c'est trop marginal et que la collecte serait trop compliquée en fait. Mais on a des demandes, on sait que c'est un sujet qu'on travaille et qu'il va falloir à un moment réussir à faire ce tri sélectif parce que la barrière est là et parce que le revaloriser derrière, après, ça va être simple, mais c'est la collecte et les volumes qui sont aujourd'hui la barrière. C'est pour ça que c'est amalgamé avec le coton. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est parfait, merci. Voilà, je n'ai plus de main qui se lève. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Bon, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler et à échanger avec vous sur ma passion. J'aurais préféré que ce soit en vive voix, de face à face plutôt. Mais bon, on avance comme on peut aujourd'hui. Si vous avez des questions particulières sur le lin ou vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, de toute façon, je crois que vous devez avoir mon contact maintenant. C'est donc apolé@safilin.fr si vous avez besoin de mon adresse mail. Sinon, les organisateurs vont transmettre. Et voilà, donc nous, chez Safilin, comme on a tout le savoir-faire en amont, on essaie d'orienter, d'accompagner au mieux les marques voilà, dans leur sourcing. Une offre clé en main, ça peut être soit proposer du fil, du tissu, ou de l'article confectionné pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à gérer toute la supply chain. Et tout ça avec du fil Safilin traçable, puisque nous, notre enjeu, c'est d'expliquer justement, de vous accompagner aussi au niveau de l'argumentaire marketing pour expliquer toute cette transparence auprès des consommateurs finaux et d'expliquer voilà, une traçabilité européenne, ça a telle et telle valeur qui sont portées à travers le vêtement et que l'on défend. Voilà. Merci. C'était très clair, très bien. Bon, tant mieux. Et bonne continuation et peut-être à une prochaine occasion alors.